Et la deuxième chose qui potentiellement peut disparaître, c'est le programme. Parce que, regardez, si on se donnait un objectif identique, vous voyez, on veut tous, là, acquérir une même compétence. On est tous atypiques. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a ses compétences propres. Est-ce qu'on a besoin de suivre le même contenu pour arriver à l'objectif? Ah non, c'est souvent une question d'organisation. Pourquoi on fait un contenu commun? Parce que c'est plus simple. Parce que si je regroupe les gens pour les former, bah, je fais un parcours commun, puis bon, il y en a qui s'ennuient un peu quand ils font des trucs qu'ils savent déjà ou qui ne les intéressent pas, etc. Si j'utilise le fait de faire travailler les gens sur ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que chacun travaille sur quelque chose qui est en lien avec son activité. Si je mets des ressources à disposition, chacun va chercher celles dont il a besoin. Si je diversifie les modalités pédagogiques, la notion de programme unique ou de programme commun n'a plus de sens. Et il y a autre chose qui n'a plus de sens. Et c'est pour ça qu'on va encourager le financement forfaitaire, c'est la durée. Combien de temps ça dure une formation? Si on se réunit là, pas de problème, je peux compter, on est ensemble pendant 3 heures. Très bien. Mais si je fais une formation où je vous dis, voilà, pour vous former, il va falloir que vous fassiez ça dans votre entreprise. Allez-y, faites-le. Et puis, je vais vous mettre à disposition des ressources que vous pourrez consulter sans limitation de durée pendant 2 ou 3 mois. Vous y avez accès autant que vous voulez, jour et nuit. Et puis, on va se voir pour travailler ensemble 2 ou 3 matinées. Et puis, vous aurez de nouveau des productions à réaliser où on va faire retour sur ce que vous avez fait et il faudra que vous l'analysiez, etc. Bon, combien de temps ça a duré? Ben, pour chaque individu, ça a duré un temps différent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on monétise, bien que les partenaires sociaux étaient opposés à ça, on monétise le CPF. Parce que l'État dit, la seule manière de couper le cordon ombilical entre la durée et le prix, c'est de monétiser. Si je garde des parcours en heure, je reste sur... je finance une durée, je finance un parcours. Or, les nouvelles modalités de formation, elles n'ont plus de durée. Et vous savez, ça ne concerne pas que la formation. Voyez le nombre de trucs que vous achetez par forfait. Et je ne parle pas que du téléphone. Vous allez dans un club de sport, vous achetez un forfait. Vous y allez autant que vous voulez. Même au resto, vous avez des forfaits. Vous avez des buffets, puis des prix forfaitaires, vous mangez ce que vous voulez, ou ce que vous pouvez. Donc, mais il n'y a plus, vous voyez, cette notion forfaitaire, elle n'est pas propre à la formation, mais elle va aussi concerner la formation. Mais même dans le champ de la formation, regardez, ça fait très longtemps que les auto-écoles, elles font des forfaits pour les permis. Et alors le forfait, c'est pas forcément d'ailleurs, vous avez un nombre illimité de cours de conduite jusqu'à ce que vous l'ayez, parce que ça coûte. C'est, vous avez accès à une ressource pour vous former autant que vous voulez, pour vous préparer au code, et vous avez un nombre d'heures de conduite inclus dans le forfait, donc il peut être à géométrie variable. Ben, c'est ce modèle-là qu'on essaie de promouvoir pour la formation. Et dans ce cadre-là, il n'y a plus un programme unique. Alors, ça suppose ça. Donc, dans les textes, le changement, il sera fait au 1er janvier. Pas de problème. Après, ça suppose que chez les financeurs, les pratiques évoluent. Parce que, vous voyez, c'est quand même des ruptures par rapport à ce qu'on a connu. Vous en doutez pour ceux qui sont dans le secteur depuis un peu longtemps. Avant 2004, c'est pas si loin, mais enfin quand même, avant 2004, on vous disait que faire une formation au poste de travail, c'était pas de la vraie formation, donc du coup, l'OPCA n'avait pas le droit de vous le financer. Bon. En 2004, on a reconnu l'adaptation au poste de travail. Et maintenant, on en est à vous dire, il faudrait encourager, développer surtout la formation en situation de travail. Ouais, on se rapproche. Avant, la vraie formation, plus elle était déconnectée de l'entreprise, mieux c'était. J'ai pas de problème. Alors, maintenant, on est quand même dans un registre un peu inverse. On dit plus c'est connecté à ce que les gens font, et plus, finalement, la formation a quelques chances d'être efficace, d'être consolidée, et les acquis durables. Si je veux des formations durables, il faut que les gens puissent... Je vais vous donner... c'est anecdotique, mais... on est en train d'élaborer... le travail a commencé pour créer l'application CPF qui permettra aux gens... de consulter leurs droits, de trouver la formation, l'organisme, de s'inscrire, de payer. Bon, faire tout ça. Et se pose la question qui angoisse les organismes de formation, c'est à partir du moment où je mets 10 000, 20 000, 100 000 formations éligibles au CPF dans une base de données, quand les gens font une recherche sur une thématique, c'est qui les 3 premiers qui sortent, quoi. Parce que celui qui sort en 20e position... il est invisible.
Et donc, on pose la question à la Caisse des dépôts et nous dit, bah, on va privilégier un critère, c'est la proximité. Puisqu'on sait bien que les gens se forment avant tout en proximité. Donc, ceux qui apparaîtront en premier, les gens sont géolocalisés par leur smartphone, donc du coup, ceux qui apparaîtront en premier, c'est les organismes qui sont à proximité. Et donc on leur dit donc que vous allez mettre en premier tous les organismes qui font de la formation à distance. Puisque celui qui vient le plus près de chez vous, voire même chez vous, c'est celui qui est à distance. C'est celui qui vous permet, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on fait de la formation à distance, ça permet aux formateurs de travailler avec vous sur ce que vous êtes en train de travailler. Je prends l'exemple, je fais de la formation bureautique à distance. Je travaille en écran partagé avec un formateur qui est n'importe où dans le monde. Je travaille sur ce que je fais. Je ne vais pas en formation apprendre à faire des tableaux croisés dynamiques. Je demande à quelqu'un de m'accompagner sur la réalisation du tableau que j'ai à réaliser. Pas, voilà. Et donc, plus je suis articulé à la situation de travail, et plus on pense que la compétence, elle sera consolidée, tenue. D'où ce changement de format, alors qui trouve la traduction suivante dans l'entreprise, c'est que exit les plans de formation, donc en tout cas dans le code du travail au 1er janvier, il n'y en a plus. On a des plans de développement de compétences. Alors qu'est-ce que ça change? Parce que là, c'est pareil, c'est pas qu'un changement de sémantique. Qu'est-ce que ça change? Ça change que tout ce que vous avez là aujourd'hui dans le pavé orange, et qui est aux lisières de la formation, qui est assez proche, des fois ça rentre pas, des fois on force un peu, des fois on habille, des fois bon, on bricole. Ce sera beaucoup plus facile de le faire passer dans le pavé vert, avec une définition élargie de l'action de formation. Vous voyez, tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'analyse de pratique, ou des retours d'expérience. Aujourd'hui, quand je fais de l'analyse de pratique, et que j'ai un financeur qui me dit, bah, c'est quoi le programme? J'ai du mal. Donc je lui fais un programme un peu bidon. Non, je ne devrais pas dire ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de programme. J'ai un objectif. J'ai une finalité, que les gens améliorent leur pratique dans tel ou tel domaine. Mais ça passe pas par un contenu préétabli que je vais dispenser, etc. Bon, demain, tout ça, je peux le remonter dans l'action de formation. Je peux le mettre sous le chapeau. Donc c'est plus pratique. Et pour les choses qui ne rentreront toujours pas dans... est-ce que, vous voyez, est-ce que pour un vendeur automobile, aller au salon de l'auto, c'est se former? Oui, non? Bon. Et je ne suis pas dans le format. Je n'ai pas un organisme de formation, j'ai pas... Vous voyez? Donc, il peut y avoir des choses qui contribuent au développement de compétences. Est-ce que pour quelqu'un qui a une activité, peu importe laquelle d'ailleurs, participer à un projet qui dépasse le champ de son activité, c'est une occasion de développer ses compétences? Oui, sans doute. Est-ce que pour autant, ça prend le format d'une action de formation? Pas forcément. Mais dans le cadre d'un plan de développement de compétences, ça ne vous empêche pas de dire, voilà, on développe les compétences de nos collaborateurs par la formation, mais aussi par d'autres choses. Du coup, la notion de plan de développement de compétences consiste à dire, ou en tout cas essayer d'inciter les entreprises à ne pas raisonner en termes de besoin de formation, parce que ça inclut la réponse à la question. Si je dis à quelqu'un, est-ce que vous avez besoin de formation, ça veut dire que tout besoin de compétences prend la forme d'une réponse formation. Et donc ça vous incite à travailler en termes de besoin de compétences, de quelles compétences on a besoin, et après, mais simplement après, on regarde par quels moyens on peut développer ces compétences-là. Est-ce que c'est par la formation? Est-ce que c'est le plus adapté, compte tenu d'ailleurs de tous les formats qu'on peut utiliser, ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Voilà, ça ouvre la possibilité. Alors là-dessus, deux choses. Quand c'est de la formation, ce sera plus facile à financer que si ça n'en est pas. Mais du coup, c'est élargi. Donc regardez bien ce que vous pouvez mettre sous l'étiquette formation. Deuxièmement, par rapport aux obligations sociales, il faut former les gens au moins une fois tous les 6 ans. Avec un champ élargi, vous avez plus de facilité, si jamais ce n'était pas le cas pour tout le monde, pour mettre en place une formation qui permettrait de satisfaire à ça. Mais vous avez plus fondamentalement le choix de comment je fais pour apporter les compétences dont les gens ont besoin dans le cadre de leur activité ou pour des activités futures. Donc, là-dessus, pour ceux... il y a des impacts à plusieurs niveaux. D'abord, pour des gens qui auraient une grande taille, la question se pose, est-ce que je dois tout taguer?
Est-ce que je dois tout tracer, tout suivre? Est-ce que je dois... Non, alors je ne suis pas obligé, hein, c'est moi qui décide. Quel est l'intérêt? Est-ce que j'ai intérêt à formaliser, à rendre visible, explicite tout ce que je fais sur le champ de développement de compétences? Il ne faut pas s'embarquer non plus dans des, dans des choses, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action, on ne le fait pas. Donc c'est vous qui allez tracer les périmètres de votre plan de compétences, il va jusqu'où? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Et puis, pour ceux qui ont des représentants du personnel, il va falloir avoir un petit dialogue là-dessus quand même, sur construire un minimum de consensus sur c'est quoi le développement de compétences des collaborateurs, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Là-dessus, vous savez que les changements vont plus vite dans les textes que dans les têtes. Hein. Donc, il faut prévoir un petit temps d'accompagnement, ou en tout cas de débat sur ce sujet-là, sur pourquoi on passe d'un plan de formation à un plan de développement de compétences et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et je crois que si on peut éviter de s'enliser, est-ce que c'est de la vraie formation ou pas de la vraie, en étant plutôt sur le débat, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça apporte quelque chose aux gens, est-ce que ça leur permet de travailler dans un meilleur confort de travail, plus en sécurité, plus à l'aise, de mieux maîtriser leurs fonctions, ce serait sans doute plus utile.